2 grandes tables rondes. La première va parler des partenariats publics-privés pour la préservation de notre patrimoine. La deuxième, de l'utilisation d'eau non conventionnelle. Commençons par le premier projet, le projet breton. Donc c'est 60 km de conduite en diamètre 600 et 700. Conduite d'eau potable, qui rejoint une usine qui est à l'embouchure de la Vilaine, qui est la plus grosse rivière bretonne, le plus grand fleuve breton, et qui va jusqu'à Rennes. Et cette conduite, alors il y avait un bout qui était déjà fait, mais là on l'a complété avec ces 60 km pour qu'elle puisse fonctionner dans les deux sens, en fonction des besoins des territoires. C'est vrai que c'est un projet qui a dû faire travailler une bonne quinzaine d'entreprises. C'est des chantiers comme ça qui nous amènent à faire des visites au niveau des écoles, donc c'est vraiment intéressant, quoi. Pour notre entreprise, cela représente 10 000 tonnes. Alors 10 000 tonnes qui ont été transportées par train, ça représente près de 500 camions évités. Donc en termes de CO2, c'est un impact énorme. Donc ça, c'est un choix très fort du syndicat. Deuxième chose qui est formidable, c'est le choix de l'industrie française. Ça représente près de 500 personnes pendant 6 mois en Lorraine qui ont travaillé sur ce projet. Alors si j'ai bien noté, il a coûté 40 millions. Oui. Allez, 50 on va dire. Alors 50 millions, c'est 2 km d'autoroute. Voilà. Et ces 50 millions, ils ont été utiles à des centaines de milliers de personnes. Tous réunis, on sait faire des grandes choses, quoi. Je vais vous parler aujourd'hui rapidement du dispositif Aquagir qui va résonner, je l'espère, avec le projet qui vient d'être présenté. On a principalement un prêt qui s'appelle Aquaprêt qu'on déploie auprès des collectivités locales. Alors j'aime beaucoup ce slide parce que ça montre la simplicité du parcours qu'on a souhaité formaliser de 1 à 6 et la complexité en fait du nombre d'acteurs, d'intervenants, de sujets qu'il faut mobiliser pour une collectivité si elle souhaite adresser le sujet de bout en bout. Les enjeux aujourd'hui sont de réhabiliter un patrimoine qui est vieillissant, de se mettre en conformité et suivre les réglementations sanitaires. Il manque quand même beaucoup d'argent pour être au bout du compte. Effectivement, nous avons un patrimoine très important et ce n'est pas nouveau que nous avons obligation de le maintenir pour garantir sa qualité, la qualité de l'eau et la quantité. Depuis 1993, le CEDIF n'avait pas construit de château d'eau. Donc construire un château d'eau, c'est un acte quand même assez fort. Donc les châteaux d'eau, c'est les ouvrages aériens, pour préciser les choses, contrairement aux réservoirs enterrés ou posés au sol. On en construit malheureusement moins d'une dizaine par an. Sur la planète bleue, il y a 2,5% d'eau douce. Et sur ces eaux douces, 65% ce sont les glaciers. 30% ce sont les eaux souterraines. Et les cours d'eau dont on a parlé tout à l'heure, c'est 0,4%. Donc on a d'énormes réserves dans les eaux souterraines qui ne sont pas nécessairement utilisées. Ce qui s'est passé donc, au milieu des années 2000, c'est qu'il y a eu un moment en fait, où on a un tout petit peu changé de manière de penser la pluie. On s'est un petit peu éloigné de l'unique vision au risque, on va dire, avec les problématiques d'inondation, où à l'époque les zonages étaient majoritairement, voire uniquement focalisés sur la gestion des pluies fortes. Et on a commencé à se dire peut-être qu'il faut aussi qu'on réfléchisse sur les petites pluies, que les pluies qui rechargent les nappes, enfin la pluie, l'eau ressource. Et c'est exactement la philosophie du plan Parapluie, c'est de faire d'une menace ou d'un problème une opportunité en valorisant à l'échelle d'une parcelle, d'un bâtiment. L'eau de pluie, c'est aussi une ressource alternative et donc ça va être autant de prélèvements en moins sur les nappes. Et on a une rivière, le Loiret, qui depuis des années est soumis vraiment à un stress hydrique avec des niveaux qui diminuent d'année en année. L'eau du Loiret servait à arroser le parc floral, jardin remarquable. Et donc il était nécessaire d'avoir des dérogations tous les ans, de plus en plus souvent. Or, juste à côté, effectivement, on avait de l'eau en quantité qu'on traitait à la station d'épuration avant de la rejeter, non pas dans le Loiret, mais dans la Loire, avec une canalisation de 7 km. Donc le projet est apparu assez évident de se dire on a de la ressource, on a une rivière qui est en difficulté, utilisons la ressource à disposition de manière à arroser le parc floral. Il y avait un projet de substitution, et dans ce cadre-là, le projet il fait sens. C'est pas, on va dire, un long fleuve tranquille, mais ça facilite grandement. Il y a des pays, même pas très loin d'ici, de la France, en Espagne, en Italie, qui font de la réutilisation des eaux usées à plus grande échelle.
Et donc les solutions techniques, on les a, il faut juste qu'on arrête de mettre des contraintes réglementaires qui font que les projets sont pas réalisables. J'apprécie de pouvoir vous écouter et vous entendre parce que vous illustrez au travers de vos actions un certain nombre de questions, d'interrogations, mais aussi de savoir-faire qui doivent s'inscrire dans ces nouvelles politiques. Et l'amélioration de la connaissance et de la donnée, c'est absolument essentiel. Nous, on est déterminés à faire avancer les choses. Et quand on en parle aujourd'hui de manière hyper ouverte, et je remercie tous les participants d'avoir mis sur la table les difficultés qu'on peut avoir, aussi bien avec la réglementation, avec les directions générales de la santé, avec les ARS, les difficultés kafkaïennes que vous avez pour sortir ces projets, avec les élus qui sont là pour les entendre, avec les parlementaires qui sont là pour les entendre et pour nous écouter, des parlementaires de qualité. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on arrive à enfin faire bouger les choses.